Bruno, c'est à toi. Donc, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis arrivé un peu dans le cours de discussion. Donc, moi, je disais, donc, ça fait maintenant des années que je travaille sur le domaine de la monnaie. J'ai fait un petit film qui s'appelle Le carton de bière du bourgmestre, qui parle un peu de monnaie. Enfin, voilà, peu importe. Mais moi, Tu pourras le mettre dans le chat, tu pourras ah l'écrire ben dans les oui, oui, messages. oui, oui, voilà, parce que c'est pour montrer en fait qu'on peut créer une monnaie, même à partir d'un carton de bière, par exemple, et que la monnaie, c'est une dette qui circule, grosso modo. Et c'est vrai que quand j'entends Anna, la réflexion que j'ai, c'est que c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en monnaie de pouvoir capter quelque chose et comprendre. Parce que c'est vraiment une question de définition de mots. Je pense qu'il faut vraiment commencer à dire qu'est-ce qu'un crédit, qu'est-ce que la monnaie, qu'est-ce que l'argent aussi d'ailleurs, qu'est-ce qu'un prêt. Un prêt n'est pas un crédit. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des choses essentielles à mettre en évidence de façon à ce qu'on puisse démarrer dans la compréhension de la monnaie. Par exemple, la définition même de la monnaie, ben, il faut simplement voir son mot au niveau étymologique, c'est moneo en latin, qui veut dire mémoire. Et il faut vraiment travailler à partir de ce mot-là, mémoire, mémoire de quoi? Mémoire de valeur, pour commencer à comprendre ce qu'est vraiment la monnaie. Parce que souvent, on confond la monnaie par rapport à son support, à des pièces de monnaie ou à des billets de banque, etc. Et en fait, non, ça c'est, par exemple, on parle de monnaie scripturale. Pour moi, la monnaie scripturale, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que je comprends le support. Le support, oui, peut être scriptural, ça peut être des chèques, ça peut être un crédit, par exemple. Mais une monnaie scripturale, je ne vois pas très bien comment une monnaie peut être scripturale. Pour moi, il y a deux types de monnaie. Je vais m'arrêter là. Il y a la monnaie fiduciaire et la monnaie financière. Ça veut dire qu'il y a une monnaie qui est basée sur l'existant. Donc, par exemple, vous avez un trésor, de l'or, par exemple, et vous pouvez créer de la monnaie sous forme de billets à partir d'une réserve d'or. Ça, c'est une monnaie fiduciaire. Mais vous avez aussi une monnaie financière qui, elle, est une monnaie qui est basée sur le futur. Et donc, ça, par exemple, le crédit est une monnaie financière. Et là, donc voilà, à partir de ces deux notions-là, on peut retrouver pratiquement tous les types de monnaies que nous avons depuis 4 ou 5 000 ans. La notion même de monnaie a évolué. Le crédit n'existait pas il y a 2000 ans parce que le crédit, c'est simplement créer une dette. C'est la banque qui crée une dette et qui prête finalement un crédit. Et qui donc, en remboursant ce crédit, fait que cette monnaie, en fait, disparaît parce que c'est vrai que je suis d'accord avec tout le monde pour ça, et Jean-Christophe aussi, pour dire qu'une monnaie, à un moment donné, doit disparaître pour pouvoir être continuellement, pour pouvoir créer de la monnaie, il faut la détruire. Sinon, évidemment, on arrive à de l'inflation, donc à une perte de valeur de la monnaie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une remarque ou une question à poser à Anna? Est-ce que quelqu'un peut lui répondre déjà? Ah ben oui, bah si tu veux, tu peux Oui. répondre. Des fois, non, mais pas forcément moi. Est-ce que dans l'assistance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter des dièses ou des bémols à ce qui vient d'être dit? Si moi je peux prendre la parole, s'il vous plaît, Ben oui, voilà. Voilà. je vais essayer de vous apporter mon point de vue sur tout ça. Moi, l'idée, c'est qu'en fin de compte, le contrôle de l'émission monétaire est un problème dans la mesure où, comme tu disais, Anna, seuls des organismes privés, en l'occurrence des banques, ont le privilège, la prérogative de créer et de diffuser de la monnaie en fait dans l'économie. Bon, alors moi, ce qui me dérange en fait, bon, c'est souvent, on est souvent scandalisé par le fait que on crée de la monnaie à partir de rien, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la création monétaire ex nihilo. Hum. Et en fait, moi, c'est pas vraiment ce qui me scandalise le plus, dans la mesure où je dirais, à la rigueur, c'est quelque chose de bien pratique. C'est ce qu'on appelle la théorie endogène de la monnaie. Enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, mais le gros problème, c'est le fait que ce soit uniquement des banques commerciales et privées qui aient le privilège de faire ça. La question enfin, moi, je me pose toujours 3 questions. Quels sont les types d'institutions qui ont le privilège d'émettre la monnaie dans l'économie? Est-ce que ce sont des banques commerciales privées ou une autre type d'institution? Lorsqu'elles diffusent cette monnaie dans l'économie, est-ce que c'est sous l'égide d'une dette ou d'un don? Et la troisième question, quelle est la conséquence si c'est une dette et quelle est la conséquence si c'est un don, en fait? Et enfin, moi, je porte une théorie, hein, je suis écrivain en sciences économiques et monétaires. Bon, Bruno me connaît, je Oui, pense, un hein, peu, oui, c'est ça, tout à fait. il a lu mes pensées. Et pour moi, l'idée, en fait, ce serait de créer un organisme qui permettrait, en fait, de faire un don monétaire
fléchée à dessein de la transition écologique et qui, par ruissellement monétaire, permettrait donc d'éteindre les dettes. C'est comme si, en gros, je vous disais, une dette, c'est 0 moins 1, et que la monnaie don serait 0 plus 1. Donc 0 moins 1 plus 0 plus 1 égale 0. Donc on arrive à un équilibre. Bon, alors l'idée n'est pas d'éteindre toutes les dettes, puisque si on éteint toutes les dettes, il n'y a plus du tout de monnaie en circulation dans l'économie. Mais l'idée, ce serait de permettre, en fait, d'inventer quelque chose qui permettrait aux hommes de faire la transition écologique et tous les domaines urgents comme le social, un État-providence, l'humanitaire, enfin, toutes les choses qui sont réellement urgentes grâce à une création monétaire. Et en fait, cette création monétaire s'intéresserait principalement à des domaines que les banques privées ne font pas, tout simplement parce que les banques privées, elles prêtent de la dette, et une dette vous oblige donc à une économie d'extraction, en fait. Et l'économie d'extraction, c'est souvent la nuisance par phénomène d'entropie, en fait. Le gros problème, c'est que l'extraction de ressources naturelles, enfin, je vais vous faire une métaphore très rapide, hein, après je reviens sur le sujet. En fait, imaginons que je sois entrepreneur. Imaginons que je veuille créer une entreprise, mais que je n'ai pas d'argent. Comme l'a dit Anna, je vais aller voir mon banquier et je vais demander à mon banquier un crédit. Bien. Et mon banquier me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire comme entreprise? Alors imaginons que je vais vous faire une métaphore. Imaginons que je vais faire un bateau. Un bateau. Et là, il y a deux options qui s'offrent à moi. Est-ce que mon bateau, c'est un bateau de pêche, ou est-ce que mon bateau, c'est un bateau de dépollution des océans? Alors maintenant, question à 100 balles, lequel de ces deux projets sera financé par la banque et pourquoi? Eh bien, forcément, ce sera le bateau de pêche, parce que le bateau de pêche participe à une économie extractive. C'est-à-dire, je vais pêcher du poisson dans la mer, je vais faire des marchandises avec ça, je vais faire des barquettes Findus ou des choses comme ça. C'est de la marchandise, ça se vend, c'est du chiffre d'affaires. Et une fois que le chiffre d'affaires est fait, ben, ça me permet de rembourser ma dette. Chose qui est pratiquement impossible avec le navire de dépollution des océans. Donc le problème, enfin, c'est ce qui me fait dire, enfin, à moins que je sois subventionné, bien entendu. Mais comme je ne le suis pas, ben, en fin de compte, en fait, notre économie, notre système monétaire et bancaire me fait dire en fait que tout ce qui est rentable n'est pas nécessairement essentiel, et tout ce qui est essentiel n'est pas nécessairement rentable. Et que actuellement, nous sommes dans un système, dans une espèce de logique comme ça, dans laquelle on est enfermé et on s'oblige à détruire le monde par l'extraction au nom de la rentabilité. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire. Ben, moi, j'avais juste une question très courte. Et si la décision de création de la monnaie était démocratique, comment ça se passerait? Alors, premier truc, n'oublions pas le mandat que nous avons, c'est de ne perdre personne en route. Voilà. Et là, j'ai très peur que, et je comprends, hein, ce n'est pas une critique, on est dans la passion. Ça vient du grec paskomai, je souffre, la passion. Et donc, on s'emballe. Alors, j'ai relevé le mot fiduciaire qui serait attaché à l'or. Pas spécialement. Hein. Confiance. À une valeur. Ah, voilà. À une valeur. J'allais dire que le mot fiduciaire vient de fides, qui est la confiance en latin. Et donc, la confiance, elle peut être basée sur deux choses, sur de l'existant, et pendant longtemps, ça a été la matière qui s'appelle l'or, d'accord, un métal dit précieux, ou bien alors, c'est l'État qui, en tant qu'entité hyperpuissante, offre une garantie, et puis les gens ont grosso modo confiance dans cette entité, et se disent, bon, ben, si c'est garanti par l'État, on peut s'en servir, on peut y aller. À un moment donné, ça serait intéressant de parler de l'impôt. L'impôt qui est le processus par lequel l'État nous oblige à utiliser une monnaie et pas une autre. Mais on ne peut pas tout dire le même soir. Non, on ne peut pas. Il y aura un autre débat. Tout à fait. Alors, venons un petit moment à l'or. Abolition de l'État en or, environ 1975. D'accord ? D'abord aux États-Unis, puis ensuite, contagion hyper rapide. La Suisse a été la dernière à abandonner l'État en or, et peut-être que ce n'est que partiellement. C'est une très bonne chose. Donc là, je viens un peu dans ce que j'ai entendu. C'est une très bonne chose parce qu'à partir de ce moment-là, le genre humain peut se doter de l'arithmétique
pour faire ces échanges, il peut se doter de l'arithmétique et des chiffres dont il a besoin, sans avoir sur son sol des mines d'or, sans devoir faire la guerre pour aller conquérir les mines d'or du voisin. Donc c'est une très, très, très bonne chose. Le seul problème, c'est que, comme ça a été dit par moi-même et par d'autres, il y a des petits malins qui ont confisqué cet énorme progrès. Ces petits malins, c'est les banquiers. D'accord ? Le mot ex nihilo, à partir de rien, effectivement, ça met en colère, parce que la banque a le droit de prêter ce qu'elle n'a pas, donc elle le prête à partir de rien. Ex, ça veut dire à partir de, ou hors de, nihilo, c'est l'ablatif de nihil, d'accord ? Elle a le droit de créer à partir de rien, mais ce n'est pas tout à fait exact. Puisque justement, c'est ce qu'une autre personne, je crois, a entamé. Pour obtenir un crédit, il faut présenter des garanties. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui permet de créer la monnaie, ça n'est pas les avoirs de la banque, c'est les avoirs du crédité ou son potentiel, sa capacité à rembourser. Et là, on arrive effectivement dans un truc qui est terrible, c'est que les banques vont ont le pouvoir, de décider qui sera financé et qui ne le sera pas. C'est énorme. D'accord ? Donc, c'est un pouvoir politique immense. C'est-à-dire que pour un projet, ils ont le droit de dire niet, c'est du russe, et pour un autre projet, ils ont le droit de dire yes, c'est de l'anglais. Et donc ce pouvoir, il est démentiel en fait. Il devrait appartenir au public. Alors selon quels critères les banques accordent ou n'accordent pas le crédit, c'est effectivement la rentabilité du projet. Donc ça a été très bien dit avec l'histoire du bateau de pêche. C'est-à-dire que automatiquement, ce système monétaire nous branche sur des paradigmes philosophiques toxiques. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le système monétaire nous pousse à la compétition et il nous interdit la modération que serait la décroissance ou la croissance nulle. Il nous interdit ça. Et en plus, il nous envoie dans des paradigmes complètement fous, c'est-à-dire que si le projet est de piller les mers, ben bravo, ça rapporte, donc on vous finance. Ce qui conduit évidemment à la question de Sophie, si la création monétaire était démocratique, donc là, j'applaudis complètement, évidemment que, à moins que BFM TV et CNews ne soient que les seules sources de débat, le peuple, qui a quand même un petit peu informé des risques que court la planète, risquerait de dire non à certains projets et peut-être dirait oui pour les lits d'hôpitaux. Mais quand j'ai reçu mon mandat par téléphone de la part de Sophie, il était bien spécifié qu'on n'attaquerait pas la question de la réparation du système monétaire. Mais ça sera pour plus tard. Alors, on peut faire des petites allusions, mais parce que moi, j'irais dans le chartalisme démocratique. Il y a chartalisme et chartalisme démocratique. Il y a aussi d'autres questions qui sont la question des monnaies locales. Les citoyens n'ont pas le droit de battre monnaie. Donc, quand on parle d'une monnaie locale, c'est en fait complémentaires. C'est de l'euro grimé qui a certaines vertus, par exemple les vertus de relocalisation, mais qui ne permet pas de se la jouer comme à Wörgl dans les années 30, c'est-à-dire de sauver une région de la misère en 3 semaines.
Simplement, pour revenir sur la démocratie, parce que c'est une très bonne question, parce que finalement, il n'y a pas de débat du tout sur la monnaie au niveau démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la sphère de compétence du politique. Donc nous, on élit des politiques, et les politiques n'ont pas le mandat de s'occuper de la monnaie. La monnaie est occupée, enfin, c'est la Banque centrale européenne en Europe qui s'occupe de la monnaie, création monétaire, etc. Et en fait, ce débat-là, on l'a quasiment plus, on l'a plus d'ailleurs, mais il existait avant la guerre 14-18, par exemple aux États-Unis, avant la création de la banque, la réserve fédérale, où là, on pouvait parler au Parlement, aux institutions politiques, vraiment, on parlait de monnaie, de création monétaire. Et depuis maintenant, que ce soit en Belgique ou en France, la question sur les monnaies, sur la monnaie, eh bien, on n'en parle plus. Donc, par exemple, on pourrait dire, mais la Belgique, enfin, on est endetté. Quels sont les créditeurs qu'on va d'abord en priorité rembourser? Tout ça, ce serait intéressant comme débat politique. Là, c'est les prêteurs, hein, les prêteurs. Oui, pardon, les prêteurs, oui. Les créditeurs, oui, c'est ça, oui. Enfin bref, là, par exemple, ce serait un débat de dire, mais quelles sont les dettes qu'on va rembourser en priorité, par exemple? Si on s'est endetté par rapport à, pour construire des avions de chasse, etc., est-ce que c'est ça qu'on va rembourser en premier? Voilà, donc rien que ce débat-là, qu'on peut retrouver dans la... je ne sais pas si vous connaissez le comité d'annulation de la dette du tiers-monde, quand on parle de dette odieuse ou de dette illégitime, c'est un peu ça qu'on pourrait faire. Mais même ce débat-là, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'au niveau démocratique, le citoyen n'a absolument rien à dire sur la politique monétaire. Rien du tout. C'est la banque centrale, ce sont les banques centrales, mais qui définissent le taux d'intérêt ou qui définissent le montant octroyé, la création monétaire, combien de la création qu'on fait, etc. Et évidemment, quand je parle de la banque centrale, c'est aussi évidemment le système bancaire, parce qu'on sait très bien que 80% de la création monétaire se fait par les banques privées via la création de crédit. Voilà. D'ailleurs, crédit, ça veut dire créer une dette, finalement. Voilà. Quelqu'un a parlé de la Fed, la Federal Reserve, n'est-ce pas? Donc créée en 1913. Attends, il y a Jean-Christophe qui voulait dire quelque chose. Oui, non, c'est simplement, je voulais intervenir parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à ce qu'on fasse un éclaircissement sur la loi Giscard-Pompidou-Rothschild. Mais justement, j'allais y venir. La loi du 4 janvier 1973. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à discuter. Donc, quand j'ai parlé d'historique, je pensais entre autres à ça. Mais je parle d'abord de la Fed, donc 1913. Jusqu'en 1913, je crois qu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu aux États-Unis. Alors, c'est intéressant parce que ces temps-ci, il y a un gros débat sur une vidéo qui s'appelle Hold Up, et on parle de complot. Et on nous raconte qu'il n'y a pas de complot. La Fed, c'était typiquement un complot. C'est-à-dire qu'il y a des margoulins qui se sont réunis sur une île pour escagasser le peuple américain, quoi. Et ils ont créé la Fed, qui a, comme ça a été dit tout à l'heure, qui a privé la nation américaine de son pouvoir monétaire partiellement. C'est une banque semi-privée, je ne suis pas compétente là-dedans. Alors, l'histoire de la Banque de France et de la Banque centrale européenne, c'est très intéressant. Ça démarre le 18 janvier 1800. Monsieur Bonaparte, qui à l'époque n'était que consul, participe à la création de la Banque de France. Banque de France, ça sonne bien. Ça sonne fidèle, ça sonne confiance, ça sonne fiduciaire. Et en fait, c'était une banque 100% privée, dont, soit dit en passant, si on regarde les vidéos d'Henri Guillemin, qui est un vieux monsieur décédé, sont passionnantes. Les actionnaires de cette banque étaient une sacrée bande de margoulins. Donc, 18 janvier 1800, banque privée qui s'appelle Banque de France. Vous remarquerez que c'est le même mensonge que pour la Fed. Réserve fédérale. Elle n'a rien de fédéral. D'accord ? Et puis, ce truc-là, on va sauter sur les détails, on va sauter sur 1936. Ce truc-là dure jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, la Banque de France est nationalisée. Ah ben, youpi! C'est-à-dire que là, peu ou prou,
l'État français reprend en main son pouvoir monétaire et ça dure jusqu'au 3 janvier 1973. Comme par hasard, c'est les 30 Glorieuses. Comme par hasard. Hein, les 30 Glorieuses, cette fameuse période de semi-opulence, on nous dit que c'est la crise pétrolière qui a mis fin, mais pas forcément. L'autre hypothèse, c'est que ça soit l'article 19 de la loi du 3 janvier 1973, voté probablement dans les vapeurs du champagne de fin d'année, par des gens qui n'y connaissent rien, parce que les députés ne sont pas forcément compétents. Et cette loi, alors les deux lignes législatives sont assez incompréhensibles du public. Ça veut dire, pour parler en bon français, que la Banque de France ne peut plus prêter à l'État français. Et à partir de ce moment-là, la dette publique française monte. À l'époque, donc il y a les graphiques dans un très bon bouquin de André-Jacques Colbeck et Philippe de Ruder. Ce bouquin s'appelle « La dette, une affaire rentable ». Et dans ce bouquin, on voit le graphique, la dette qui monte, à partir de ce moment précis. D'accord ? Par la suite, la chose s'aggrave au moment où apparaît l'euro et où il y a l'article 104. Tout à l'heure, je vous ai lu l'article 123 du traité de Lisbonne. À Maastricht, il y a l'article 104 qui soude au niveau continental l'infamie française. Alors, pour se tirer de ce truc, maintenant, Tintin. Hein, pour reconquérir notre souveraineté monétaire, il faudra un sacré bâton pour remuer la fourmilière. D'accord ? Et ça, c'est la petite histoire des trahisons politiques opérées par des loupards qui occupent l'Olympe. Jean-Christophe ? Je vais ajouter un petit quelque chose. Quand on parle des 30 Glorieuses, en fait, ça a été un moment de l'histoire de la France. On était au sorti de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque-là, la dette de la France était de 200% du PIB, plus de 200% du PIB. Et pour résorber cette dette et en même temps reconstruire, on a utilisé un processus qu'on appelle le circuit du trésor. Oui. Et alors, ce fameux circuit du trésor permettait donc à l'État de s'endetter. Bon, je ne vais pas passer tous les mécanismes, mais bon, on va aller vite. Permettait donc à l'État de s'endetter, enfin, à moindre frais, en fait, étant donné qu'on ne passait pas par des banques commerciales. Il n'y avait donc pas ces fameux intérêts composés qui augmentent la dette à tire-larigot et qui nous emmènent vers une espèce de servitude, une servitude pour dette qu'on n'arrivera jamais à rembourser, ce que j'appelle le mythe de Sisyphe de la dette. Et donc, en fait, le processus du circuit du trésor nous a permis donc de reconstruire la France. Et étant donné que, bon, on créait de la monnaie, il y a eu un peu d'inflation, de l'ordre de 5% d'inflation. Donc, en fait, ce qu'on appelle cette absorption, enfin, cette inflation de 5% a permis de résorber la dette, de 200 € de PIB de dette que nous avions à cette époque-là, en l'espace d'une 35 ans à peu près. C'est ce qu'on appelle l'absorption mathématique de la dette, en fait. Il faut savoir qu'une inflation permet d'absorber de la dette. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de signaler. Et en fait, depuis la loi du 4 janvier 1973, ça nous interdit en fait de passer par un organisme de type circuit du trésor. Et forcément, l'État doit passer par des banques commerciales, privées, ou alors des obligataires, comme tu l'as dit, Anna, pour avoir des moyens monétaires, en fait. Et c'est ce qui est scandaleux, parce que ça nous oblige à une espèce de servitude perpétuelle pour dette et à une économie complètement extractive. Et pendant ce temps-là, toutes les choses, je dirais, qui relèvent du social, qui relèvent de la bienveillance, qui relèvent de l'humanitaire, qui relèvent de la transition écologique, toutes ces choses-là sont zappées au nom de l'idée, c'est pas rentable, quoi, donc on ne fait pas. Donc, au nom de l'idée libérale, ordolibérale, néolibérale, que les marchés sont efficients et que supposément ils s'occupent de tout, alors que c'est complètement absurde. Voilà, c'est ce que simplement je fais. C'est-à-dire que ça bloque toute créativité, ça bloque toute possibilité de changer
de paradigme et de système, ça implique que ça ne puisse pas permettre aux citoyens d'opérer un virage, même dans leur mentalité. En fait, ça nous oblige à un paradigme de tout rentable, en fait. Et la rentabilité, enfin, c'est ce que je définis dans mon bouquin, c'est forcément l'extraction. Seule l'extraction est rentable. C'est le phénomène, ce qu'on appelle l'entropie, la négantropie, en fait. C'est-à-dire que si je veux réparer le monde, c'est pas rentable. Ce qu'on appelle la négantropie. Et ça va me coûter ma plus-value, en fait. En revanche, si je détruis le monde, enfin, c'est-à-dire par l'extraction, là, c'est rentable. Donc, en fait, on détruit le monde au nom de la rentabilité et on ne le répare pas toujours au nom de la rentabilité, en fait. Et c'est le blocage du système monétaire et du système des banques, en fait. La moindre action que nous voulons faire, c'est forcément un bateau de pêche et pas un bateau de dépollution des océans. Mais je pense que ça va même plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de pouvoir financer des projets culturels ou artistiques, on n'est pas véritablement dans l'extraction, mais à ce moment-là aussi, il va y avoir des choix qui vont s'opérer, qui seront opérés donc par des opérateurs privés et non pas démocratiquement. Et à ce moment-là, on va empêcher, on va bloquer des projets qui permettraient une évolution intéressante de la population au niveau culturel, philosophique, artistique, etc. C'est là aussi que je voulais dire que ça bloquait les esprits complètement. Oui, tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, Il n'y a pas que le rentable extractif, il y a aussi finalement le rentable politique, entre guillemets, pour eux, c'est-à-dire de s'assurer d'avoir une direction mentale, psychologique, éthique et morale qui ne les dérange pas. Alors, il a été question du circuit du trésor. Il y a une petite heure, j'ai dit que 3 points essentiels, mais ce n'est pas les seuls, de la souveraineté monétaire, c'est création, circulation, destruction. D'accord ? Donc, effectivement, ce qu'on appelait le circuit du trésor, c'était tout un mécanisme qui permettait à l'État de garder le contrôle du stockage et de la circulation monétaire. Il faut savoir que à l'entour 1973, il n'y a pas eu que cette fameuse loi, il y en a eu une cinquantaine qui étaient destinées à détruire le circuit du trésor. Alors, je n'ai pas ça sous la main, mais c'est assez monstrueux. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des politiques dans la mouvance Pompidou, qui ont sciemment décidé de tout casser. Voilà. Après, toujours dans l'idée de ne pas perdre des gens en route, il y a ce mot entropie qui peut donner de l'urticaire, et négantropie. Alors, il faut dire que l'entropie, c'est une notion de thermodynamique, un autre mot savant, c'est la mesure du désordre. D'accord ? C'est-à-dire que est rentable ce qui produit du désordre écologique. Et la négantropie, c'est le contraire. Je pense que c'est juste. Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà, d'accord. Alors, comment on mesure le désordre dans un nuage de molécules, c'est assez compliqué. Voilà. Ça se mesure par l'observation des externalités négatives que ça engendre. Par exemple, si on veut parler de la thermodynamique, c'est le déplacement des énergies en vase clos. Mais si on adapte ça, je dirais, à la science économique, en fait, on a... si je veux, par exemple, faire toute action engendre une ou des réactions, d'accord ? Si, par exemple, j'engendre une action à quelque chose, je vais avoir des réactions. Ces réactions, ça peut être des bénéfices ou ça peut être des nuisances. Okay ? Ces nuisances, c'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Ces externalités négatives, elles peuvent être de plusieurs genres. Ça peut être des externalités négatives sur le plan du social, sur le plan de l'éthique,
sur le plan de la dignité humaine, de la dignité animale, sur le plan sanitaire, sur le plan énergétique et sur le plan environnemental. D'accord? Bon. Bah, imaginons que je veuille réaliser des bénéfices. Je vais donc organiser une transformation à quelque chose, soit un système de la société, une entreprise ou n'importe quoi, ou à la nature. Je vais donc obtenir ces bénéfices, mais ce sera donc au détriment de tout un tas de problèmes qui arriveront après, en fait. Ce qu'on appelle ces fameuses externalités négatives. Donc, si par exemple, je veux obtenir de la plus-value, je vais obtenir cette plus-value par le biais d'une transformation, mais je vais engager des externalités négatives. Et la négantropie, enfin, pour expliquer ça un peu plus clairement peut-être, je ne verrai pas les externalités négatives, ça ne va pas me rapporter plus-value, ça va me coûter ma plus-value. Donc, autrement dit, l'extraction engendre de la plus-value, mais engendre aussi des externalités négatives. Et la réparation de ces externalités négatives vous coûte votre plus-value et ne rapporte rien, en fait. Voilà, en fait, pour faire bref, ce que je voulais dire, pour traduire rapidement le phénomène de la thermodynamique appliquée à la science économique, en fait. Voilà. Je relève un petit truc, mais donc je ne vais pas en parler, ça serait un gros débat, à la limite de philosophie. J'ai entendu science économique. Alors, il y a des gens que ça fait bondir, entre autres le regretté Bernard Maris, d'accord, qui a été assassiné chez Charlie. Et donc, est-ce que c'est une science économique? Voilà. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est un abus de langage, entendons-nous bien. Non, mais ce n'est pas du tout pour te taquiner, hein, c'est juste pour... Donc, parce que nous, on doit aussi être vigilants vis-à-vis du discours officiel qui nous présente comme une science ce qui est la soumission à des paradigmes artificiels. Voilà. Donc, on va faire très attention. Tu as raison de souligner ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu veux dire et ça peut être interprété de façon complètement différente en fonction du... Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, le projet de la soirée, c'est de décrire le système tel qu'il est et non pas de décrire le système tel qu'il devra ou devrait être. Ce n'est pas non plus le moment de parler des solutions pour accéder à cette amélioration. D'accord? Ce soir, c'est qu'un état des lieux, parce que moi, je m'attendais à avoir plus de personnes ayant envie de se renseigner. C'est que les gens sortent de l'illusion qu'il y a un grand bassin dans lequel il y a de la monnaie, et la bataille se joue sur la façon de répartir ce qui est dans ce bassin. Alors, on va parler de l'ISF, on va parler de l'évasion fiscale, et en fait, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est comment le récipient est rempli et comment il se vide. C'est là que ça se passe. Après, évidemment, s'il y a des voleurs en route, c'est embêtant, mais ce n'est pas eux qui sont les acteurs majoritaires de la misère humaine. Voilà. Mais je crois qu'on a invité énormément de gens, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens à qui cette question fait très peur. C'est comme la question de la Constitution. Ils ont l'impression qu'ils sont impuissants devant ça. D'accord. Voilà. Alors attention, ça va s'arrêter. Donc on se retrouve sur la troisième partie. À tout de suite.